Timothée, comment vas-tu? Bah bien, et toi? Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. On va parler de toi un petit peu, de ta carrière, de ton rapport à la musique aussi. Ok. Tu as un rapport particulier à la musique. Mais avant d'en parler, j'aimerais bien peut-être revenir au début. C'est comment toi, tu commences à sentir que tu as un truc avec le sport? À quel moment? À quel âge? Comment ça arrive vraiment dans ta vie, ça? Mon premier coup de cœur, en fait, c'est pour le basket. J'ai la chance de découvrir la NBA. J'ai 5-6 ans, époque Jordan. Ok. Et le premier match que je vois, parce qu'à l'époque, tu sais, t'avais Canal qui rediffusait des matchs le mercredi, et je crois le samedi. Et mon père me met devant un Bulls-Lakers de l'époque. Donc, voilà. Ouais, la grande affiche. Voilà, c'était un gros match et tout. Et je me mets à jouer dans ma chambre, tu vois. J'ai acheté un petit panier qui t'accroche en haut de ta porte et je veux faire du basket. Sauf qu'il s'avère que les clubs de basket, un malvoyant qui voit à peine un 20e, qui est OK, au shoot, il est pas trop mal, mais il est pas foutu de réceptionner une passe aérienne. Bon, on va pas prendre trop de risques. En assurance, il va nous coûter cher, le gosse. Donc, voilà. Et puis, il y a pas mal d'autres sports que j'ai voulu faire. Et à chaque fois, c'était la même réponse. Non, on n'est pas formé pour. On n'accueille pas de personnes handicapées, etc. etc. Ouais. Jusqu'au jour, en fait, où... tous les étés, moi, avec mes parents, je regardais l'athlé, que ce soit les championnats d'Europe, championnats du monde, les Jeux Olympiques et tout ça. Et en 99, les championnats du monde de Séville, les Espagnols, en fait, mettent un truc en place et qu'ils mettent des démonstrations d'épreuves paralympiques. Et je me retrouve à 10 ans devant un 200 mètres de non-voyants avec leur guide. Et du haut de mes 10 ans, je leur dis, c'est facile, moi aussi je peux le faire, je serai champion olympique, champion du monde. Bon, ça fait rire tout le monde, sauf que dans ma tête, ça y est, c'est clair, tu vois, j'ai trouvé un truc où je me dis, en vrai, c'est accessible à mon handicap. Et donc, 3 semaines plus tard, je m'adresse au club de ma ville, à Guyancourt, dans les Yvelines, en leur disant, je veux faire de l'athlé. Alors, je suis pas hyper serein, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire du sport, on t'a fermé la porte. Voilà. Sauf que là, ce jour-là, on me dit, y a pas ce problème. On connaît ni le handicap, ni le handisport, mais viens, on va faire en sorte que tu puisses pratiquer comme n'importe quel gamin. Incroyable. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, au début, il n'y a pas de question de paralympisme, pas de question de handisport, rien de tout ça. C'est juste... Oui. Vraiment, tu veux faire du sport, en fait. Voilà. Ouais. Et ça a duré 2-3 ans comme ça. Et j'ai déménagé. J'ai pas retrouvé de club qui voulait accueillir un déficient visuel, à tel point que je me détourne de l'athlé. Ça a été une période de ma vie où je vais justement me réfugier un petit peu dans la musique et dans une autre discipline. Et c'est que à 20-21 ans que je reviens à l'athlé, mais je reviens à l'athlé, du coup, comme tu vois, sur le tard. C'est juste pour kiffer, en fait. Moi, je reprends comme n'importe qui veut aller faire du sport. J'y vais 2-3 fois dans la semaine. Et... Ouais, t'es juste un mec qui a envie d'avoir une activité régulière, que tu kiffes. Ouais. C'est ça. Effectivement, à un moment, tu t'es détourné de l'athlétisme, mais t'as trouvé aussi une autre passion, c'est la musique, le rap, notamment. C'est qui, à l'époque, les artistes qui te donnent envie, que t'écoutes et qui te donnent envie, toi aussi, d'écrire et d'en faire? En fait, moi, j'ai un rapport à la musique à la base qui est très particulier, c'est que j'écoutais pas de musique. Okay. Quand j'étais tout petit, dis-toi, même vu que j'avais tout le temps des refus pour faire du sport, ma mère me disait, mais tu veux pas faire de la musique, moi, je voulais rien savoir. Non, je veux pas faire de musique, ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, je regrette, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai commencé à écrire très tôt. J'ai commencé à écrire des nouvelles dès que j'ai su écrire, parce que j'ai écrit à la base en normal et en braille. J'ai appris à lire et écrire les deux en parallèle. Et j'ai écrit des nouvelles, et c'est plus tard que j'ai commencé à écrire plus de la poésie, voire du slam, et que j'ai une plume qui s'est dirigée naturellement vers le rap, parce que c'est la première musique qui m'a parlé, en fait, dans le sens où il y avait un message, il y avait quelque chose dans les textes qui m'interpellait. Puis je pense qu'à
à 11, 12 ans, tu captes peut-être pas tout, mais il y avait déjà des choses qui m'interpellaient et donc je vais commencer, moi, à écrire et à poser mes premiers trucs sur le mémo de ton téléphone, tu sais, quand ça faisait que 30 secondes et tout ça, parce que mon cousin, moi, avait un groupe et il m'envoyait quelques CD où il y avait des morceaux à lui, quelques instrus et tout ça. Et en fait, ça a commencé juste comme ça. Sauf qu'au début, moi, j'ai aucune notion musicale, comme plein de petits blancs. Ouais. J'ai pas du tout la notion du rythme. Et donc, quand j'envoyais ça à mes frères, ils me disaient, mais Tim, t'es pas dans le rythme, t'es pas dans les temps. Mais c'est quoi les temps? C'est quoi une mesure? C'est quoi tout ça? Et j'y connaissais rien. Donc, même là-dessus, en fait, il a fallu que je taffe pour sortir un truc potable, en vrai. Et ouais, c'est donc c'est vraiment à 13-14 ans que je m'y mets. Et du coup, les premiers artistes à ce moment-là, c'est Sully Phil, c'est Sniper, c'est Arsenic, les Sages Poètes de la rue, MC Solar, tout ça en fait. Ouais, toi, à quel moment t'en as t'as l'impression de trouver un peu ton style de rap? Est-ce que c'est parce qu'au début, t'arrives, évidemment, t'es nul, c'est normal, comme tous les rappeurs qui débutent, tu vois. Puis après, tu progresses, tu travailles, t'écoutes. C'est à quel moment que t'as l'impression que ce que tu fais, ça commence à te plaire, à être plus cool? Ça va être plus tard. Donc moi, je commence vraiment, on va dire en 2004. Ouais. Et je vais trouver vraiment, je pense, ma patte début des années 2010. Ok. À partir de 2009-2010, et je vais m'affirmer vraiment 2013-2014 dans un truc où il y en a pas mal qui me disaient j'étais un mélange de Cynic et La Fouine, tu vois. Et justement, parce que tu disais que t'écoutais pas de musique au début avant d'en faire, finalement. Est-ce que maintenant, t'en écoutes avant les compétitions pour te motiver? Est-ce que maintenant, il y a des artistes, des albums, je sais pas, des musiques qui te permettent de te dépasser avant une compétition? Ou après, peut-être pour célébrer, je sais pas. Est-ce que t'en écoutes maintenant? Ça dépend. Alors, je vais avoir des phases, effectivement, avant de partir au stade, en fait. Il y en a qui vont écouter ça pendant leur échauffement. Moi, à l'échauffement, en fait, je suis avec mon guide. Donc, j'évite d'être... voilà. Ouais, tu restes concentré. Donc, sur le chemin pour aller au stade ou avant de partir et tout, je peux être dans ma bulle et tout. Donc ça, ouais. Et ça dépend vraiment du moment, du mood, mais ça m'arrive des fois aussi d'écouter des trucs où il n'y a pas de paroles, juste des musiques un peu épiques, des trucs où tu te mets en mode gladiator. Ouais, voilà, ça y est, il n'y a plus à réfléchir et là c'est la guerre, tu vois. Ouais, complètement. À un moment, tu t'es écarté de l'athlétisme pour y revenir, et je crois que c'est notamment quand il y a des rencontres aussi à un moment qui se passent et il y a des gens qui te font comprendre que justement c'est possible pour toi de le faire, et tu vas aussi découvrir la course avec un guide, ce que tu n'avais pas fait avant, si je dis pas de bêtises. Non, tout à fait. Comment ça se passe, ça? Parce que j'imagine que c'est quand même pas forcément évident au début de courir avec quelqu'un, même si ça doit aussi t'aider, mais c'est un rythme à trouver. J'imagine que c'est pas forcément intuitif au début. Comment tu appréhendes ça et comment tu apprends à courir avec quelqu'un comme ça? Bah ouais, c'est super bizarre parce que moi, à la base, j'avais mes repères d'athlètes qui couraient tout seul sur un stade. Ouais. Et donc, déjà, être relié à quelqu'un, c'est le premier réflexe. Mais est-ce que ça va pas me gêner, en fait? Est-ce que ça va pas me ralentir? Ouais. Et au final, tu découvres que, non, en fait, il faut être synchronisé. Donc, synchronisé, ça implique d'avoir les mêmes foulées, le même mouvement de bras. Donc, au début, il y a tout un travail pour être synchronisé. Par contre, une fois que tu arrives, t'as vraiment l'impression que t'as une connexion avec la personne qui est vraiment particulière, en fait. Et c'est de l'entraînement, c'est de l'échange, en fait. Il faut beaucoup, beaucoup échanger pour... En fait, à la base, l'athlète, c'est vraiment un sport individuel et t'es très concentré sur tes propres sensations. Et là, forcément, en fait, faut que tu mettes les sensations de l'un, les sensations de l'autre pour faire les sensations du binôme. Donc, faut se décentrer de soi-même pour être aussi à l'écoute de ce que fait l'autre. Et du coup, pour plein de petits trucs, c'est lui qui fait un pas vers moi qui en fais un vers lui. Et c'est comme ça qu'on va obtenir, en fait, que ça marche et que ça perfe, tout simplement. Est-ce que c'est dur de trouver son guide?
Ouais, c'est Tu dur. dois faire des essais ou tu as couru avec différentes personnes avant de trouver? Parce que je crois que t'en as eu Ah, plus. j'en ai pas, Ouais, j'en t'en ai as eu pas plusieurs. mal, Hein. Donc à chaque fois, c'est des essais, c'est comment? Alors en fait, tu peux essayer, mais il y a plusieurs critères. Déjà, il faut savoir que le guide, il doit être plus rapide que son athlète pour être à l'aise dans son Ah, guidage. ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que faut que le guide il court à la même vitesse. Non, parce que s'il court à la même vitesse, en fait, il va pas pouvoir m'aider à atteindre un objectif supérieur. Parce que le guide, il va donner la direction, il va donner le tempo, il donne pas mal d'informations à son athlète. Et il faut que pour être à l'aise dans son guidage et pour être lucide à n'importe quel moment, en fait, il faut qu'il soit meilleur. Et il faut qu'il soit meilleur pour aussi aider l'athlète à atteindre un objectif supérieur. Donc ça, c'est important. Donc sur 100 mètres, on estime ça déjà à 3 à 5 dixièmes. Alors pour la plupart des gens, 3 à 5 dixièmes, ça représente pas grand-chose. Pour nous, c'est Oui, c'est c'est énorme. énorme, ouais. Et sur 400, on parle de 2 secondes et demie à 3 secondes. C'est un univers en athlétisme. Ouais. Donc voilà. Et alors pourquoi on a besoin autant sur 400? C'est parce que déjà sur les virages, le guide, pour nous, il fait l'extérieur et on est sur une discipline lactique. Bon, je vais pas expliquer ce que fait le lactique, mais en gros, ça, physiologiquement, ça tétanise les muscles et ça nous fait ça sur la dernière ligne droite du 400. Et donc on doit réussir à rester synchro en étant lactique. Donc Ok. c'est assez, il y a tout un travail supplémentaire à faire en plus dans la fatigue. Donc voilà, là-dessus, c'est un gros travail. Et donc, il y a la marche chronométrique qui est le premier critère. Ensuite, ça va être la taille, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par le biais du bras. Et il faut qu'on ait un contact au niveau du bras. Donc, idéalement, il faut qu'on ait le bras plus ou moins à la même hauteur. Après, ça va être sur le type de foulée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont courir avec des toutes petites foulées, donc ce qu'on appelle courir en fréquence, et d'autres qui courent en amplitude, donc avec des grandes foulées. D'autres qui vont être plutôt avec un mouvement de bras très fluide, d'autres qui vont courir en force. Et donc, plus tu vas avoir de points communs, plus la synchronisation, elle va être facile à se mettre en place. Ok, incroyable. En ce moment, j'ai aussi le sentiment qu'il y a tout un enjeu maintenant autour notamment, du sport, bien sûr, notamment des sports paralympiques, de médiatisation notamment. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment tu vis un peu cette période-là où j'ai le sentiment que des choses sont peut-être en train de changer, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire? Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a une bonne évolution depuis quelques années. Ça va faire maintenant quasiment 10 ans. Je trouve que les médias commencent vraiment à jouer leur rôle. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de reconnaissance, il y a encore un énorme fossé. Si on avait la même reconnaissance avec mon palmarès, en France, je vais pas dire on m'arrêterait toutes les 5 minutes dans la rue, tu vois. Non, mais oui. Et c'est pas ce que je cherche en réalité, tu vois. Mais c'est juste à titre de comparaison. J'aurais des contrats, je serais millionnaire avec un palmarès comme j'ai aujourd'hui. Voilà, il y a des choses qui bougent en France. Alors évidemment, de notre point de vue, ça bouge toujours trop lentement. Et c'est d'autant plus frustrant quand tu vois que ce qui se passe dans d'autres pays, et notamment chez les Anglais, où c'est juste à côté. En fait, ce qui est super frustrant, c'est que tu vois qu'il y a des pays qui n'étaient pas plus avancés que nous il y a 20 ans. Et qu'on fait ce qu'il fallait. Voilà, qu'on fait ce qu'il fallait. Donc on sait ce qu'il faut faire parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait et on ne le fait pas. Et que ça soit sur le thème des paras ou dans le thème de l'éducation, dans plein de thématiques, en fait, on a des modèles de trucs qui marchent et on ne le fait pas. Et j'avoue que c'est hyper frustrant. Donc ouais, maintenant, il y a une période où on pouvait, entre guillemets, tirer à boulet rouge sur les médias. Aujourd'hui, les médias, ils commencent à jouer leur rôle. Et je pense que maintenant, il y en a d'autres qui doivent jouer leur rôle. Et ça doit être aussi les grosses institutions qui doivent bouger. Peut-être aussi un dernier point. D'où te vient ce surnom du guépard blanc? Ça arrivait quand? Je t'ai fait quelle version? La vraie? Moi, je veux la vraie. Je vais t'en dire deux, tu vas me dire celle que tu penses être la vraie. Vas-y. Donc, ça remonte à ma première finale des championnats du monde, où je me qualifie un peu à la surprise générale sur la finale du 400 mètres. Et la veille, en fait, à l'issue de la demi-finale,
Bon, après le dîner, je vais pour partir en chambre et mon coach, en fait, qui était burundais, me prend à l'écart et me dit demain, tu seras les guépards blancs parce que la Pantellos, c'est déjà pris. Donc, t'as cette version. Ok. Et t'as la deuxième version. Faut savoir, je faisais 15 kilos de moins. Et il me dit demain, tu seras pas un lion, tu n'es pas assez costaud, tu seras les guépards blancs. Donc, selon toi, quelle est la vraie? La première. Eh ben non, c'est la deuxième. En fait, je faisais 1m84 pour 60 kilos et donc il m'a dit que j'étais pas assez costaud pour être un lion. Et donc voilà. Timothée, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir, merci beaucoup. Et force pour la suite. C'est gentil, merci.